mari est arrivé? Non, Madame Schaff. Où est-il? Je l'ignore, Madame Schaff. Vous le savez? Ma parole de comédien. Il n'est pas rentré de la nuit. Oh! J'ai entendu sonner chaque quart d'heure au clocher de Saint-Paul. Un pas dans la rue, un miaulement, un craquement de poutre. Je sursautais, je voyais Shaft gisant au pied d'une borne, noyé dans son sang. Veuve pour la deuxième fois. Shaft, je lui disais comme s'il m'entendait depuis l'enfer. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'abandonnes? Où es-tu allé mourir, grand lâche? Mon premier mari ne m'aurait pas tourmenté ainsi. Jamais un verre de trop, ni un mot plus haut que l'autre. Pas une soirée hors de la maison, et avec ça travailleur, exerçant un vrai métier. Il n'y avait pas de meilleur cordonnier de Holborn jusqu'au temple. La peste l'a emporté en pleine jeunesse. Il avait pas 50 ans. Et moi, je suis restée avec nos économies et mon cœur vide. Trop facile pour les aigrefions. Dieu et moi, nous savons de quel cours importune Shaft m'a poursuivi. Il sait vous dérouler des phrases dont on se trouve tout d'un coup entortillé. Voilà ce qu'aurait été ta vie, Shaft. De la bière, des dettes, et les larmes de ta femme. J'ai presque honte de te regretter, mauvais époux. Comme je suis malheureux. Mais ne pleurez pas, Madame Shaft. Il reviendra. Vous avez quelque chose? Oui. Enfin non, je veux dire que j'ai la conviction, vous me comprenez, Madame Shaft. Je devine, ou plutôt, je suppose. En tout cas, je souhaite que Shaft arrive le plus vite possible pour nous rassurer. Vous êtes son partenaire, son ami. Qu'avez-vous fait hier soir en sortant du théâtre? Hier soir? Laissez-moi me rappeler. Hier soir, nous sommes allés manger à la taverne de la Cloche. En buvant bien? Oh, pas plus que d'habitude. Oh, j'ai compris, vous étiez ivre. Nous nous sommes levés de table sans désordre, et chacun est parti dans sa direction. À quelle heure? Il faisait nuit. Que vous êtes dit Shaft en vous quittant? Il m'a dit, à demain, vieille corde de bouc. Vous ne l'avez pas accompagné? Non. Si, je me rappelle. Nous l'avons accompagné. Enfin, je l'ai accompagné. Ou il m'a accompagné. C'est presque la même chose. Où l'avez-vous quitté? Où je l'ai quitté? Laissez-moi réfléchir. Non, je dis que vous étiez ivre. 8 ou 10 pintes, pas plus. Mais il faut comprendre, Madame Shaft, nous exerçons un métier dont tout l'effort en représentation se porte sur la gorge. Si le public s'agite, et c'était le cas hier, nous devons pousser la voix, la gorge s'enflamme. Où avez-vous quitté Shaft? Je crois que c'était devant le porche de Saint-Nicolas. Vous êtes sûr? Non. C'était plutôt devant les comptoirs flamands. Vous avez confondu une église et un entrepôt? La nuit, c'est bien naturel. Je n'ai pas confondu les lieux, j'ai confondu les jours. Avant-hier, nous nous sommes séparés devant Saint-Nicolas, et hier, devant les comptoirs flamands. Qu'alliez-vous faire devant les comptoirs flamands? Ce n'était pas votre chemin. Excusez-moi, Madame Shaft, la tête me tourne. Celui qui se moque des tordus et des grands, qui redresse le nez et les idées fausses, celui qu'on méprise et qu'on craint, l'être insupportable autant que nécessaire, en un mot, le bouffon du théâtre de la balle vous adresse le mauvais jour. Monsieur Keston, je suis très malheureuse. Ah, c'est notre condition, madame, et notre salut. Les larmes seules plaisent à Dieu, elles nous ouvrent les voies du ciel. Voyez Saint Luc, chapitre 6, verset 24. Malheur à vous qui riez, bientôt vous serez dans les fers. Keston n'est pas rentré, je suis sûre qu'on l'a assassiné. À chaque fois que je l'ai vu mourir, un couteau bien planté dans sa large panse, il s'est relevé pour endormir les soupçons de sa femme. Je lui conseillerais toutefois de rédiger son testament, comme je l'ai fait moi-même hier soir, à la lueur d'une chandelle, qu'on m'a vendu le double de son prix parce que enrichi à la graisse d'infidèles. Rien que dans ma maison, la peste a emporté 2 personnes le mois dernier. Moi-même, chaque matin, je regarde ma lampe dans une glace. Et j'ai adopté un chat. L'animal est venu mouru, il pouvait tomber plus mal. Mettez-vous face à moi. Voilà. Non, de profil. Avec la main sur le cœur, vous serez mieux. À la parfaite bouche. Savez-vous que le chat lit dans nos yeux?
Savez-vous qu'il a résolu l'énigme du monde, mais qu'il ne daigne pas nous en informer? Savez-vous que certaines personnes ont la cervelle plus vaste qu'un noyau de cerise? Monsieur Voilà Castan, qui se répétera dans toutes les tavernes de la cité où nous serons regardés comme les Aristotes du Nord. Londres ne se révise sans son fleuve et ses théâtres. D'ailleurs, sur ce point, notre sainte reine qui achève de se dessécher entre les palettes de son bustier inclinera par assentiment sa vierge couronne. Monsieur Castan, Niez dont ira le frère Gabriel qui aboie du haut des achats contre nous et nos sortilèges. Le chien prêche le papillon de peur qu'on voit qu'il n'a rien à dire. Mais j'aperçois l'illustrissime Cox, directeur de la troupe et son premier acteur. Illustrissime Cox, perle d'Albion, cauchemar de la concurrence. Je te salue comme le bigorneau se court devant l'huître démesurée. Monsieur Cox, vous y a une femme désespérée qui ne sait à qui confier sa détresse. Vous êtes bon, dites-moi où est mon mari. Shaft n'est pas là? Un shilling d'amende. Mais vous ne m'avez pas comprise, monsieur Cox. Mon mari n'est pas rentré de la nuit. Je crains qu'il ne lui soit arrivé un malheur. Il oublie que Cox, par contrat, interdit à ses comédiens de mourir sans préavis. Pas aujourd'hui, madame. Shaft meurt, le spectacle tombe, la recette est perdue. La recette? Un homme meurt et vous me parlez de la recette? Ah, ne décriez pas la recette, madame. La recette est la petite sœur de la fortune, aveugle comme elle, cette famille. Capricieuse comme une Française, craintive comme un oiseau. Certains jours, plus grasse que la dame de Noël, d'autres légères, déplumées, qu'on la prendrait pour un sansonnette en védénie. Nous jouons dans 5 heures, c'est suffisant pour visiter les tavernes. Tout le monde tenait votre mari, vous le retrouverez. Et s'il est mort, exigez qu'il ressuscite jusqu'à la semaine prochaine. Inutile. Aujourd'hui, c'est le jour des comptes et l'illustre Cox, ministre de la Fortune, va renverser sa corne d'abondance pour un empire de main reconnaissante. Au bruit de l'or, notre camarade tendra l'oreille. Serait-il perdu quelque part entre Westminster et la Chine? Shaft est un sot, mais pas au point de mourir un jour gras. C'est grave que j'ai enfin réglé les couvreurs. Depuis l'automne, j'ai fait patienter avec des places gratuites. La peste nous a gâché la saison et leur chancelier n'a pas réussi à nous faire jouer devant la reine. Mais il a promis de ne pas nous abandonner. Et j'ai une grande confiance dans la pièce qu'il nous a fait parvenir. Enfin, tout pays, il nous reste 13 livres et 7 shillings. À partager en 8 plus les enfants qui ont mis pas. Je te préviens comme ça. Je suis pas marié avec ton théâtre. On propose d'entrer à la courtine, alors jusqu'à là. J'ai refusé parce que tu as beau être le plus grand. Nos auteurs vont chercher dans l'Antiquité les sujets de leur tragédie. Et qui dira la tragédie du directeur de théâtre? Pourquoi montrer César quand c'est Joseph Cox qu'on assassine tous les jours? Voilà la peste, descendu de son cheval fougueux qui nous enlève le public par maison entière. Le Lord Maire ordonne la fermeture des théâtres. Le propriétaire dénonce le bail. Des spectacles d'ours et de chiens s'installent devant nos portes. Le vent arrache la moitié du toit. La pluie annule les représentations. Le froid enchaîne les gens à leur cheminée. Et comme si tant d'ennemis ne suffisait pas, je suis frappé dans ma propre maison. Vous aussi, mes fils. La mort, et l'autre apparemment s'apprête à trahir. Et moi, seul, moi, Cox, je reste seul pour parer tant de bras criminels. Moi, seul soutiens l'honneur du théâtre de Laval. Nous fuyons en province pour y gagner notre bière quotidienne. J'assigne le propriétaire devant le tribunal. J'engage les meilleurs avocats de la cité. Je marche à 4 pattes devant Lord Chancelier qui nous enfarine de belles paroles. J'achète des pièces nouvelles et je paye en monnaie de singe. Je raccommode de vieux textes décousus. Je fais répéter une troupe d'ânes rétifs. J'endosse le premier rôle. Je toque, je hurle. La rage du mari jaloux du conspirateur. Le théâtre s'est vidé. Que chacun est retourné à d'autres plaisirs. Il reste une chandelle allumée jusqu'au milieu de la nuit. C'est Cox qui se bat maintenant contre les chiffres. 13 livres, 7 shillings, voilà ce qu'il nous reste pour la semaine. Passe le pont si tu veux, Castel. Viens prendre ta part. L'un pense à sa recette, l'autre réclame son cachet. Mon Dieu, pourquoi avez-vous fait l'homme si dur et la femme si sensible? Mais vous, monsieur, vous êtes bon, et votre cœur s'émeut pour une malheureuse. Vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure. Dans quelle direction Shaft est-il parti? Vers les pénitents noirs.
On l'a frappé par derrière. Ils ont jeté son corps dans la Tamise. Mort sans confession. Un si grand acteur. Cox lui-même n'est qu'un braillard qui écorche les oreilles. Le seul vrai, le seul grand acteur, c'était Shaft. Vous rappelez-vous les applaudissements dès que l'on voyait paraître sa superbe silhouette? C'était un homme. Et dans la révolte des manchots, comme il vous chavirait le public, on aurait dit que le feu avait pris dans les cœurs. Sa mort sera celle du théâtre de la balle. Shaft, imprudent génie, pourquoi as-tu fait cela? Vers quel destin marchais-tu dans ces rues noires? Monsieur Prescott, je vous en voudrais toujours de m'avoir abandonné. Mais ne pleurez pas, Madame Shaft. Il vit encore. Je sais où il est. Il vit. Oui. Et vous ne disiez rien, homme sans cœur. J'avais promis silence. Mais parlez. Hier soir, nous dînions à la cloche. Vous l'avez dit. Le spectacle nous avait mis de bonne humeur. Nous nous sommes attardés, Shaft, Keston et moi, assis devant la fenêtre ouverte. Nous aimions un air tiède, chargé de lilas. Ce sont des heures bien rares que ces soirs où l'on est content de soi, content d'exister et d'être là plutôt qu'ailleurs. Les gens, la vie, les étoiles, notre cœur qui bat, les feuilles des arbres, l'univers tout entier nous en est reconnaissant et nous l'exprime en un doux murmure. Comment vous dire? Il y a des fins de journée qui ressemblent à la fin d'un beau livre. Nous étions donc devant cette fenêtre et la conversation commençait à languir. Et c'est alors que le démon de cette grande ville dut souffler à Keston de rendre visite aux 3 sirènes. Qu'est-ce que c'est? Je vous laisse deviner. Non. Shaft a dit qu'il n'avait pas d'argent et Keston a bien voulu lui en avancer. Aux 3 sirènes, chacun choisit la sienne. Abrégé, En redescendant, j'ai trouvé Keston t'as attaché rédigé son testament? à vider une chope et j'en ai fait autant. Mais voilà qu'on vient nous chercher pour réveiller Shaft qui s'est endormi après l'effort. Ce n'est pas un ronflement, c'était Vulcain faisant gronder sa forge à grands coups de soufflet. Ah. Un roi ne dort pas plus royalement. Nous l'avons appelé, bousculé, tiré par les jambes, par les oreilles, par le nez. Nous l'avons asperché d'eau froide. À ses sommeils de colosse, chemine tout point fermé jusqu'à l'eau. Ben, vous le savez mieux que moi. Keston a négocié avec ses dames. Elles ont accepté, contre une petite somme, de le prendre en pension jusqu'à ce matin, en nous promettant de le surveiller comme un nourrisson. Voilà, madame, toute la vérité. Et pendant que je mourais d'inquiétude, tu ronflais, Shaft, dans une maison dont on n'ose pas dire le nom. Que je regrette de ne pas être veuve. Le voilà, ne me trahissez pas. Mon rayon de soleil, ma perle de rosée, mon miroir enchanté. Restez à distance, Shaft. Et dites-moi d'où vient ce nouveau parfum. Oh, bizarre suite d'événements. Oh, terrible nuit. Le théâtre ne produit rien d'aussi étonnant, et si je ne l'avais pas vécu Que moi-même, vous est-il arrivé? oh, je ne veux rien te cacher. Ce serait inutile. Figure-toi maintenant. Les rues obscures d'une Babylone des brumes. Et un honnête homme qui marche en direction de sa maison où l'attend une femme chérie. Cet homme, c'est moi, Thomas Shaftesbury, que toute l'Angleterre appelle simplement Shaft. Une seule syllabe suffit, c'est la marque des grandeurs. Dieu, roi, pas, Shaft. Il marche d'un bon pas, ce héros des planches, les yeux dans les étoiles et le cœur déjà près de sa tendre épouse. Il marche avec la confiance de l'homme sans faute. Il a passé les pénitents noirs, quand une main lui saisit le poignet dans l'obscurité. Venez, Seigneur, on assassine! Qui? Une femme! On assassine une femme? Ah! Shaft
n'a qu'un cœur, mais il est grand. Cette femme est ma fille. Dépêchez-vous, Seigneur. Oh, son amant la tue. Oh, intrépide comme Tamerlan. Shaft entre dans une maison voisine. Il grimpe l'escalier, d'où lui parviennent des gémissements et des supplications. Il arrive juste à temps pour désarmer le bras furieux qui se tourne contre moi. Nous luttons, nous tombons par terre dans un fracas d'objets. La lampe s'éteint. Le gredin en profite pour s'échapper. Enfin, la vieille nous redonne de la lumière. Et je découvre une pauvre silhouette qui se tord sur le matelas, le visage contre l'oreiller. La vieille me remercie, m'appelle gentleman et d'autres noms que ma modestie répugne à répéter. Épuisée de larmes, la jeune femme se redresse enfin. Elle tourne vers moi un visage dont la reconnaissance redouble le charme. Avant que j'aie pu m'en empêcher, elle s'agenouille, saisit les mains de Shaft, les couvre de baisers. À ce moment, la porte s'ouvre. Un homme entre, suivi de 4 ou 5 autres, qui n'ont pas l'air de venir disputer une partie de cartes. La vieille s'écrie « Édouard !» et la jeune « Mon mari !» Et Édouard « Son amant !» Et voilà qui se jette sur le généreux Shaft. Une corde s'enroule autour de ses bras et le méjambe. Et tu te réveilles chez les 3 sirènes, peuplées de pierre et de luxure. Regarde-moi, menteur impénitent, épouseur d'héritage, détrousseur de veuves. Si tu ne m'avais pas poursuivi d'une course si obstinée. Moi, j'étais poursuivi. Mais qui venait chaque jour se placer au premier rang de la galerie pour m'envoyer des baisers pendant que je me lamentais sur la mort d'Octavie? Qui me glissait des billets parfumés? Qui m'attendait à la porte du théâtre? Et cela se passait, madame, du temps de votre premier mari. Laissez en paix un homme que j'ai apprécié trop tard. Et nos petites promenades à Chessy, sous prétexte d'aller rendre visite à vos cousines. Et cette chambre d'auberge où je venais vous rejoindre. Ah, si le lit pouvait parler. Shaft, vous êtes grossier. Comme un jupon trop laid. Oui, oui. Mépriser le grand amour dont je brûlais pour vous, que vous ne méritiez pas et dont vous vous rendez chaque jour plus indigne. Assez fort, Shaft. Et ne comptez pas vous esquiver. Je me sens de nouveau si méprise que je viendrai vous attendre à la porte du théâtre. Comme autrefois. Qui a parlé? Elle te croyait mort, elle sanglotait. J'ai eu pitié. Que l'un de nous quitte ce théâtre, je ne jouerai pas avec un traître. Mais tout le monde n'a pas le talent de contenir les assauts de Madame Shaft. Vous n'y pouvez rien, là aussi son balourd de mari s'attarde dans de mauvais lieux et termine sa nuit là où il a honteusement commencé. C'est plus fort que moi. Après, je m'endors. Pas vous? Et ce même homme qui ronfle sur le sein des courtisanes, qui se vante de porter secours aux belles inconnues, refuse qu'on l'on prenne pitié de son épouse affligée. Je suis prêt à défendre mon honneur. L'épée ou la chape de bière? Choisis ton arme. Mais vous êtes fou avec des épées de bois, vous serez capable de vous blesser. Il est fait le faire que l'un de nous ne se relève pas. Ah, tais-toi, tu me crèves les oreilles. Je veux crier. Celui qui crie vit au-dessus tout le monde. Celui qui crie, c'est le luxe du pauvre. La voix se place, le cœur bat plus vite. Qu'on ne dira pas des colères ou je fais une colère. Messieurs, je vous dérange. Pardonnez-moi, messieurs, je suis William Podge. Eh bien, Je venais voir Monsieur Cox. Voici, monsieur Cox. Parlez, jeune homme. parlez, jeune homme. Vous les plaisantez sans doute, mais je connais Monsieur Cox. Je lui ai remis la semaine dernière un manuscrit avec la recommandation de Lord Chancelier. Ce doit être le texte qu'il nous a donné à lire. Une histoire imitée de Daphnis et Chloé. Ah, et qu'en avez-vous pensé? Bon, votre pièce est mauvaise, jeune homme. Oh, très mauvaise. Depuis que je fais du bruit sur ces planches, je n'ai jamais lu un texte aussi pauvre du point de vue des exigences de notre art. Votre histoire. Non, enfin, quelle histoire? Parce que vous parlez franchement. Je n'y ai pas reconnu Chloé et Daphné. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que c'est que Chloé et Daphné. Non, non, votre histoire n'est pas une histoire. C'est une suite de vagissements. Vous
Vous êtes sévère, monsieur. Je vais vous dire ce qui fait une bonne pièce. Ce qui fait une bonne pièce, c'est l'action. Oui, l'action. Qu'un fait en amène un deuxième, le deuxième un troisième, le troisième un quatrième. Qu'un personnage inattendu tombe dans cet imbroglio et s'y promène comme un âne au milieu d'un concert. Qu'on intrigue, qu'on ruse, qu'on dissimule, que la discorde traverse la scène dans un train d'enfer. Voilà ce que c'est que l'action. Pour ma part, j'ai aimé une certaine beauté de votre texte. Il montre une délicatesse de sentiment et un cœur vraiment noble. Mais enfin, cela reste, comment dire, caché entre les mots. Et le théâtre, monsieur, c'est d'abord des mots, mieux que des mots, des vers. Cultivez les fleurs de notre belle rhétorique, ornez-en des plus tendres sentiments que vous pourrez cueillir au fond de votre âme, et qu'ils éveillent de semblables sentiments chez les cœurs qui se sentiront en communion, et qu'ils les soulèvent dans un frisson de bonheur. La poésie, monsieur! La poésie. Le reste n'est que divertissement de foire. J'ai lu aussi votre pièce et j'ai vu un défaut plus grave encore. Quel manque de vérité. L'homme est un grand égoïste et il ne s'intéresse qu'à lui. Et tous nos auteurs depuis Échille n'ont travaillé qu'à mieux polir le miroir que nous donne le geste et la parole. Apprenez et créez à l'imitation de la vie. Que les gestes, les paroles servent la vérité. Que vos bergers parlent comme des bergers. Et vos princesses comme des dingues qui n'ont jamais gagné leur pain. Je vous remercie de vos avis. Et je vous avoue que je ne m'attendais pas à une telle unanimité. Vous êtes jeune. Apprenez la vie, revenez nous voir à 50 ans. Nous jugerons de vos progrès. Vous aimez vous moquer de moi. Mais on n'est pas un sot parce qu'on n'a pas tenu son rôle parmi vous. D'autres ont lu ma pièce. Lors de Chancelier m'en a fait des compliments. C'est une botte chez les jeunes élégants de venir tourner autour de nos muses, histoire de dire qu'il n'est rien qu'un jeune homme de bonne famille ne sache faire. J'ai compris. Je vous laisse, messieurs, dans votre théâtre vide. Oh, vous le prenez d'un peu haut, jeune homme. On le prend de l'endroit où l'on est. Ne vous découragez pas et révisez vos figures de rhétorique. Ah, mais je pourrais vous en apprendre en ce domaine. Vous parlez à un maître des arts. Je suis diplômé d'Oxford. Diplômé d'Oxford. Oh, mon Dieu. Hein? À défaut de votre courtoisie, je vous remercie de votre sincérité. J'avais travaillé avec amour cette pièce. J'avais mis le meilleur de moi. C'est la première fois que je présente une œuvre à des comédiens. Ma naïveté me faisait entrevoir un autre accueil. Je vous libère et je vais reprendre mon texte chez Monsieur Cox. Peut-être d'autres théâtres seront-ils plus indulgents pour un jeune homme qui ne demande qu'à bien faire. Je vous souhaite de trouver des œuvres à votre goût et qui fassent honneur à un art que nous aimons tous, à notre manière. Je me contiens, messieurs. Alors que j'aurais plutôt envie de rugir et de vous déchirer. Trahir ainsi l'homme qui vous nourrit, qui vous a élevé jusqu'aux choses de l'art. Je croyais avoir traversé tous les cercles de l'enfer dramatique, mais il en restait un qui m'était réservé en punition de mes bontés. Nous avions besoin de cette pièce. Sur l'œuvre d'un jeune homme encore ignorant des lois de notre art, j'entends bien. Mais vous avez parlé avec une grande légèreté. Qui vous a autorisé? Depuis quand dessinez-vous à ma place? Nous lui avons donné l'avis qu'il demandait, sa pièce est mauvaise. Sans art. Injouable. Vous savez-vous? L'avez-vous vu seulement? Ah, les premières pages sentent le Roxford à plein nez.
Pierre Scott me l'a raconté, il n'y a même pas d'action. C'est surtout la poésie qui manque. Oui. Et vous l'exprimez en termes si courtois que l'auteur a repris son texte. Qu'allons-nous jouer le mois prochain? Ce n'est pas la moindre difficulté du métier que de satisfaire un public qui réclame du nouveau alors qu'on sait très bien au fond qu'il attend toujours la même chose. Je rêve d'un temps, dans des siècles peut-être, où le répertoire sera si riche qu'il suffira de plonger sa main comme dans un sac bien rebondi et d'en tirer des pièces toutes frappées au coin d'un nom célèbre. Si l'âge les a un peu ternis, nous n'aurons la peine que le cracher dessus et les essuyer la revers de manche. Ce jour-là, nous pourrons ricaner au balbutiement d'Oxford. Nous ne jouerons que des morts, gens d'une parfaite éducation et qui nous font confiance. C'est vrai, un bon auteur, c'est un auteur mort. Et qui ne se plaindront pas de l'insolence des comédiens. Vous savez ce que doit le théâtre de la Balle à la bienveillance de notre chancelier, qui nous a aidés en plus d'une circonstance difficile? Pouvons-nous, sans affront, refuser une pièce qu'il nous a recommandée et à laquelle il a promis de participer de ses deniers? Elle est mauvaise, c'est certain. Il y a un rôle superbe. Ah, le tien? Je ne connais pas une pièce si mauvaise qu'on puisse rendre ça pour quelques représentations. Bob, je te rappelle d'ici. Rattrapez-le avant qu'il n'arrive chez leur chancelier et présentez-lui vos excuses. Nos excuses? Dites-lui que vos paroles ont couru plus vite que vos pensées, que vous voulez relire sa pièce, ou plutôt que vous l'avez confondue avec une autre. Enfin, obtenez qu'il vous la rende, même si vous deviez vous jeter à ses pieds. J'ignore ce que décideront mes camarades. Mais si nous avons été sévères avec ce jeune homme, notre faute n'est pas telle que nous devions nous sacrifier notre honneur. Je n'irai pas. Moi non plus. Moi non plus. Écoutez-moi bien, messieurs les têtes de bois. Vous me faites perdre une pièce. Et peut-être la protection d'un homme que les autres théâtres ne nous enverront pas toujours. Mais puisque votre qualité d'acteur vous place au-dessus de ceux qui écrivent pour vous, puisque vous avez commencé à diriger à ma place et fait votre affaire du choix des pièces, je vous invite à poursuivre sur la voie d'une si belle réussite. Dans 2 semaines, nous commençons les répétitions. Vous avez donc 2 semaines pour m'apporter une pièce nouvelle, meilleure s'il se peut, et où chacun trouve son emploi. Mais qui nous la donnera? Je ne connais personne. Ah, si vous savez lire, vous savez écrire peut-être. Faites-la vous-même. Nous, les acteurs de la Rose du Cygne, la Courtine, ne se contentent pas de réciter des pièces qu'il suffit de se mettre à la bouche comme des cailles-rôties. Non. Ils les refont, ils les cuisinent à leur façon, ils les accommodent. Mieux, ils s'associent pour en écrire de nouvelles, et leur public ne s'en plaint pas. Je sais écrire, Alors, mais je fais beaucoup de fautes. C'est impossible. Je préfère courir après le diplômé d'Oxford. Pour combien aurais-tu pour la pièce? je vous donnerai... J'irai jusqu'à 5 livres. C'est pas divisible par 3. Ah, exactement. Alors, 3 livres. 3 shillings peut-être, ou 3 boutons de culotte aussi? 3 livres, et rien de plus. Messieurs, au travail. 3. Oh, le beau chiffre. Je ne sais plus qui a dit qu'il y avait 3 épreuves dans la vie d'un homme. Naître, mourir et se marier. Ah, je préférais me marier encore une fois, plutôt que d'écrire une pièce. Et savons-nous de quoi nous sommes capables, hein? Chaque jour, j'observe des crocheteurs de belle stature qui s'apostrophent en criant d'une voix qui empirait sans peine notre théâtre. Dans la rue, je vois une foule misérable qui tend la main et qui mourra sans savoir que cette main était celle d'un grand peintre ou d'un musicien esquive. Et parmi notre public, je vois des doigts rongés par le sel marin qui aurait traduit Homère et des fronts burinés derrière lesquels aurait germé un nouveau système philosophique. Mais tu as raison, il faut s'essayer. Je lis en ce moment des contes italiens dont l'un m'a tiré les larmes. 2 enfants s'adorent au pied du Vésuve. Ça fera de l'homme, et moi je ferai de fille. Et si on reprenait l'histoire d'Édouard II? Ça aurait été joué dans tous les théâtres. Non, j'ai pris l'histoire qui ne se passe ni ailleurs, ni autrefois, mais aujourd'hui, ici, à Londres, dans la cité même. Les histoires de vengeance plaisent toujours. Une innocente, environnée de méchants. Des haines, des menaces, l'épouvante.
Les ruses, des cris, du sang, les malheurs qui soulèvent les sanglots du parterre et des galeries. J'aime quand je fais pleurer les femmes. Je vous préviens que si vous voulez raconter une histoire de jalousie entre garçons de boucher, je n'en suis pas. La muse ne se lave pas les pieds dans le ruisseau. Que la muse conserve sa crasse, je me bouche le nez. La semaine dernière, il y a eu à Holborn un bel assassinat. Une fesse de la victime, découpée en morceaux, mijotée dans un ragoût qu'on a servi à la mort. Bon. Shaft, tu as l'âme vulgaire, je rougis de boire chaque jour à ta table. Le théâtre doit enseigner le beau, la noblesse du cœur, les sentiments délicats. Monsieur le délicat, retournez dans votre village, dans, comment l'appelez-vous déjà Stanford. Stratford. Retournez dans votre Stratford, dont vous étiez le bel esprit. De Stratford à Oxford, il y a qu'une là. Pauvre poète. Un théâtre passé par là. Il vous a arraché à votre lit pour vous mettre de répliques à la bouche et nos caisses de costumes sur les bras. L'an passé, vous étiez encore heureux d'entrer à mon dernier acte. Je ne suis pas des vôtres, je le sais. Si léger que soit mon bagage, il pèse trop devant votre aérienne ignorance. Vous avez rejeté sans l'avoir lu la pièce d'un homme dont vous avez deviné que son esprit le plaçait au-dessus de vous. Montrez-lui ce qu'il a eu le bon goût de ne pas faire. Et pour mon rôle, abrégez-le autant que vous le pourrez. Je vais avertir Cox que vous travaillez sans moi. On m'informe d'une audace que je n'aurais jamais imaginée. Vous avez insulté un jeune homme que je protégeais personnellement. Vous avez refusé une pièce que je recommandais. J'ai bien envie de vous rendre à votre statut de vaurien et de vagabond. Au terme de la loi, tels sont les comédiens qui n'appartiennent pas à la maison d'un grand seigneur. Je le regrette d'autant plus que je m'étais engagé auprès de notre police souveraine et que je crains d'y perdre mon crédit. J'attends vos explications. Prenez garde à ce que vous dites. Lord Chancelier est dans une grande colère. Excellence, nous ne voulions pas vous blesser. Tout est de la faute de ma femme. De votre femme. Oui, et elle m'aime beaucoup. Femme amoureuse, femme jalouse. J'ignore comment Lady Chancelier. Laissons Lady Chancelier hors de cette conversation. Ne vous formalisez pas, Excellence. Que M. Bodge rapporte sa pièce, elle est acceptée. Mais je n'ai pas fini de m'expliquer. Londres est une ville pleine de dangers. Qui s'y promène la nuit risque de ne pas revoir le jour. Il vaut mieux rentrer à plusieurs et sans oublier son âme. Mais comment rentrer à plusieurs quand on n'habite pas les mêmes quartiers? Le premier arrivé n'a plus qu'à repartir pour accompagner les autres. En quoi cela concerne-t-il la pièce de M. Bodge? Si bien, Excellence. Il a déjà une demi-tonneau dans l'estomac. C'est très simple au fond, il suffit d'expliquer les choses posément. Où en étais-je? Oui, ma femme qui est jalouse. Jalouse parce qu'elle m'aime et qui me croyait assassiné. Vous n'imaginez pas la douleur d'une veuve. Et pendant ce temps-là, je dormais. Non, je ne dormais pas. Je raccompagnais mes camarades qui me raccompagnaient, que je raccompagnais... Excellence, l'épuisement de Shaft est visible. Je vais vous dire la vérité. Le talent de M. Bodge est prometteur. Très prometteur même pour un si jeune homme. Il fera une longue carrière s'il persiste. S'il veut bien plier ses dons aux exigences capricieuses de notre art et au goût du public. Voilà ce qui lui manque. Qu'il prenne le temps d'étudier afin de laisser mûrir des dons si éclatants. Et dans l'intervalle, nous présenterons une pièce nouvelle que Cox nous a suggéré d'écrire en association. Et nous vous invitons dans 2 semaines pour la première lecture. M. Cox est bien imprudent. Je crois savoir qu'aucun de vous n'a encore écrit pour la scène. Vous connaissez Pires Scott, que nous pouvons tenir comme le plus grand poète de Stratford-sur-Avon. La chose sera faite, je vous donne ma parole de comédien. Avez-vous seulement un sujet? Plusieurs, Excellence, entre lesquels nous n'avons pas encore choisi, mais nous travaillons depuis un quart d'heure. Je vous promets, Excellence, de veiller sur le travail de ces garçons. Et je m'engage à le refuser si je le juge indigne d'un théâtre tel que fait l'honneur d'attacher votre nom. Il en soit donc ainsi. Nous ferons lecture dans 2 semaines. Et je vous préviens que je ne ménagerai pas davantage les critiques que vous l'avez fait avec celui que vous avez envoyé.
voyez, ma chère enfant, que l'on cache part de son plaisir, c'est compter ce qu'ils éblouissent comme on dit dans une horloge. Je vous présente Miss Annabelle, ma filleule. Elle est à Londres depuis peu et déjà, tout cède au charme et aux beautés que les fées nous donnent en abondance. Vous voulez voir des acteurs? Je crois que le jour soit mal choisi. Venez, ma chère enfant. Est-ce que je rêve? Ou est-ce qu'il flotte dans l'air comme un parfum de paradis? Une belle fille. Disons assez belle fille. Un ange! J'ai obtenu le masque de la jeunesse et vous verrez ce qu'il en reste. Vous avez vu comment elle s'est retombée sur nous en partant? Regarde des tendres agnelles qui n'ont pas encore croisé le loup. Imaginez que vous l'emmenez faire un petit tour du côté de Chelsea, en la tenant bien serrée à votre taille. Hein? Vous le sentez, ce petit cœur qui bat contre le vôtre? Je connais des lavonnières qu'on prenait pour les filles de l'ordre si on avait pris 2 ou 3 après-midi pour leur apprendre à se tenir et à parler. Et puis tenez, sans aller plus loin, prenez Cox, le plus russe peut-être de la cité. Assieds-le sur un trône, coiffez-le d'une couronne, et il a l'air d'un roi. Tu brises nos rêves. Parce que je sais comment on les fabrique. Moi, pour nous, avec ces filles-là, je donnerais 2 ans de ma vie. Pour apprendre sur la fin. Vous permettez, messieurs? Vous êtes la bienvenue, mademoiselle. J'interromps votre travail, sans doute. Mon oncle et monsieur Cox parlent d'argent, je me suis échappée. Je n'avais jamais vu un théâtre vide. Et je me demandais à quoi pouvaient bien ressembler des comédiens qui ne jouent pas. Vous voyez, ton bête de restreinte ne sont que de pauvres bêtes. Le juge dirait des vauriens et des vagabonds. Mais qu'est-ce que tu dis, Keston? Ne le croyez pas, mademoiselle. Notre camarade souffre d'une hypocondrie qui drape sous la cuirasse des esprits forts. Nous sommes ravis de l'honneur que vous nous faites. Nous n'avons pas tous les jours l'occasion de bavarder familièrement avec une jeune personne de la noblesse. Oh, je ne suis pas noble. Oh, tant de charmes disent le contraire. Mon père est intendant de Lord Chancelier et son homme d'affaires pour tout le Yorkshire. Vous savez peut-être que Lord Chancelier a 2 fils et qu'une fille lui est morte à l'âge de quelques jours. Je suis née à cette époque et il a veillé à mon éducation presque comme un père. Nous logeons au château et il a reporté toute son affection sur moi. Je l'appelle mon oncle, bien que je ne sois que sa filleule. Est-ce la première fois que vous venez à Londres? Oui, et je m'en veux d'avoir attendu si longtemps. Et dans cette belle ville, qu'avez-vous admiré le plus? Les théâtres. Les théâtres. Oui, les théâtres. Ah, mademoiselle, vous êtes agréable. Oh, je ne vous flatte pas, messieurs. Je vous dis mon sentiment, comme j'aime le faire. Les théâtres. Dans quel autre lieu voit-on accourir les gens en si grand nombre? À l'heure dite, chacun abandonne son travail pour passer le pont et s'entasser dans les galeries et au pied de l'estrade. Notre vénérée Élisabeth, avec son carrosse doré, ne déplace pas de telles foules. Par la bouche de ce volcan de bois jaillissent les caractères infernaux et les paroles de feu. Tout tremble et tout suffoque, les cœurs battent et les esprits chavirent. Et vous, les acteurs, vous êtes les rois tyranniques de nos sentiments. Quand nous échappons à votre emprise, nous nous sentons curieusement accablés et heureux et comme une grande famille d'orphelins. Oh, merci, mademoiselle. Vous avez l'intelligence des choses. Je n'aurais pas dit mieux. Je ne sais pas si j'ai le droit d'être ici. Un instant encore, et ensuite je m'en vais. Je vous ai promis. Restez, mademoiselle. Vos paroles sont belles comme de la poésie. Oh, je ne suis qu'une petite provinciale ignorante. Et je n'ai pas encore eu la chance de vous voir jouer. J'ignore jusqu'à venir. Achevons les présentations. Ah, mais bien volontiers, mademoiselle. Je suis Shaftesbury, mais tout le monde m'appelle Shaft. Quel est votre emploi? Je suis le lion, le tigre, celui qui complote, qui remue, qui embrouille. Son rugissement passe les toits, et les jours de grand vent parviennent jusqu'au pont, où l'on se signe en murmurant. Shaft est en colère. Malheur à ses ennemis. Et vous, monsieur? Moi, je suis Keston, et allemand, le fou qui dit les vérités développées dans les sottises, le jongleur qui contrarie l'instinct de la matière, et le méchant qui enfonce le poignard. Faut qu'il tremble.
Moi, mademoiselle, je suis Pierre Escotte. Vous me reconnaîtrez dans l'amoureux qui nous parle qu'en verbe. Au besoin, je fais le valet, le 4e d'une armée de 5 fantassins, le tonnerre dans la coulisse, le tailleur qui rabole les pièces mal cousues et les costumes, et j'étoffe les monologues. J'ai eu ici et là une belle allégorie pour élever notre art au-dessus du parterre. Oh, comme j'aimerais vous entendre. Cela ne tardera pas, j'espère. Mais je dois vous laisser travailler à votre sujet. Mais non, pas de sujet. Mettez 3 hommes sur le même ouvrage. Leur défaut s'annule. Prenez-en 3 autres qui s'additionnent. Et mes camarades passent leur temps à se quereller. Je ne supporte pas les traites. Et moi, je sais une histoire où tu as bien fait vilaine figure. Je ne voudrais pas que mademoiselle accorde foi à un poète de province, et qu'elle m'imagine moins brave à la ville qu'à la scène. Figurez-vous. Tais-toi, Chaft, respecte l'innocence. Oh, dites, j'aime qu'on me raconte des histoires. Mademoiselle l'église, laissez parler Chaft. Je rentrais donc chez moi, hier, à la nuit noire. Je me frayais un chemin hésitant dans les rues de cette Babylone des brumes. Lorsqu'ayant passé les pénitents noirs, Thomas Chaplery, votre serviteur, sent une main, mieux qu'une main, une serre se fermer sur son poignet. Une voix affolée lui crie « Dépêchez-vous, Julien, on assassine !»« Qui ? Une femme !»« On assassine une femme !»« Oh, Chaft n'a qu'un cœur, mais qu'il est grand !»« Cette femme est ma seule fille, la duchesse... » Je tairai le nom. « Dépêchez-vous, Seigneur, son amant l'a tue !» Nous grimpons l'escalier d'une maison de belle apparence. Et Chaft met en fuite le criminel. Sur le lit sanglote la jeune duchesse, dont nous tairons le nom. Elle est charmante, elle couvre de baisers les mains de son sauveur. À ce moment, le mari survient escorté de 30 affreux, prend Chaft pour l'amant, le ligote. Mais ne racontez pas à ma place! Perdez le pittoresque. Quelle histoire, la suite! Impatience, il va vous l'inventer. Comment, ce n'est pas la vérité? À chaque fois que Chaft oublie de rentrer chez lui, il invente une histoire pour endormir les soupçons de sa femme. Mais vrai ou pas vrai, on a envie de savoir ce qui se passe après. Et laissez-le se recueillir un instant, il va vous le dire. Nous en sommes au moment où Chaft reste seul, ficelé, dans cette maison inconnue. Monologue. En pressant, une terrible histoire de passion et de vengeance, comme dans la tragédie espagnole. Je l'ai vu l'année dernière à York et j'en tremble encore. Vous cherchez un sujet? Le voilà. Vous êtes l'homme ligoté. Vous êtes l'amant. Vous êtes le mari. Le mari va se venger, mais de qui? Du vrai ou du faux amant? L'amour survivra-t-il à ces épreuves? Mais qui mourra? Qui survivra? Écrivez, messieurs, écrivez! Mais oui, écrivons. Le beau sujet, les grands sentiments qui s'affrontent, en chantant la fureur et l'élégie. De l'action, une histoire comme je les aime, du sang, Le tout exprimé en vers harmonieux. énergique. Des paroles vraies, des sentiments vrais. Je pourrais tomber amoureux de la femme, et elle de moi. Une rivalité, c'est très bon, le public prend parti. Ne nous embrouillons pas, c'est moi qu'elle aime. Elle m'aimait depuis bien avant son mari. Mais on ne supporte pas un lâche. Moi, un lâche? Mais tu l'as frappé. Mais je ne la frappais pas, je tuais la maîtresse infidèle. La billet anonyme m'avait informé qu'on l'attendait dans cette maudite maison. J'ai cru deviner une trahison. Elle n'y était jamais venue, sa mère. Qui n'est pas sa mère. La séduite par la promesse de la débarrasser de son mari. Elle est trop noble pour y consentir. Son mari est un monstre qui ne l'a épousée que pour sa fortune. Ah, j'ai compris, je joue encore les méchants. Et qui m'a fait passer le billet? Il faudrait quand même que quelqu'un tombe amoureuse de moi. Une intrigue embrouillée. Comme la vie. Des rancunes enfuies, des cœurs brisés, des intérêts qui s'affrontent, des êtres qui ne maîtrisent plus leur destin et qui roulent vers l'abîme. Merci, mademoiselle. C'est la muse de la tragédie. C'est Melpomène qui vous envoie. Je vois la scène entre les amants qui se réconcilient, sous les yeux du jaloux qui va les surprendre. Et ils ont choisi un lieu propre à favoriser le retour des tendres sentiments. Le jardin touffu d'un ancien couvent. Ils sont assis sur un banc dissimulé entre deux buissons d'aubépine. C'est lui qui parle. Princesse de mon cœur, ô femme plus que femme, à toi je viens en pleurs réclamer mon pardon. Avec quelle facilité vous improvisez le vers blanc. J'en ai écrit quelques-uns avant de déclamer ceux des autres. Celle dont nous tairons le nom répond. Honte à Phébus qui ose éclairer l'infortune. J'ai perdu en un jour, et l'amour et l'honneur.
à Phébus qui ose éclairer la fortune. J'ai perdu en un jour et l'amour et l'honneur. Non, ne tourmentez plus une femme éplorée, qui n'a que trop aimé. Non, ne tourmentez plus une femme éplorée. Comme j'aimerais faire ce métier. Paraître sur une estrade dans un beau costume et pendant 2 heures devenir celle à qui je prête mon visage et ma voix. Me déplacer dans les êtres. Craindre, espérer, souffrir, aimer. Oublier la petite demoiselle sans histoire et sans chagrin, élevée comme un canari dans une calage dorée, et qui n'a dans le fond rien senti. La voici. Quelle bavarde. Mon enfant, il est temps de partir. Nous devons nous rendre chez Lady Wallis. J'ai passé un moment merveilleux avec ces messieurs que je rends à leur travail. Ils feront un jour votre fierté. Je le souhaite. Et puisque vous le dites, je le crois. J'ai une grâce à vous demander, Mounier. C'est de vous accompagner quand vous viendrez entendre lecture de la pièce. Le moyen de refuser. Voyez-vous, monsieur Cox, Dieu m'a enlevé la fille dont j'attendais le délice de ma vie. Pour me consoler peut-être, ou pour nous montrer que ses bontés sont partagées, il en a donné une à mon intendant. C'est cette chère Annabelle, que j'ai vue naître, grandir en beauté comme en sagesse, et que je regarde comme ma propre enfant. Elle fut mon bonheur. De sa joie, plus que de tous les biens dont je jouis sans les avoir mérités. Vous dirais-je qu'Annabelle est à la fois ma fille, ma nièce, ma pupille, et ma petite fiancée. Vous devinez ce qu'elle peut exiger de moi? Nous reviendrons donc dans 2 semaines pour juger de votre travail. Messieurs, à bientôt. Une petite femme passe. Et le monde est changé en statue de sel. Cette jeune fille est une fête. Les femmes. Ne devrait pas mourir. Reculez! Elle est morte. Anne, ma chère femme, me pardonneras-tu? Mais déjà la raideur saisit son bras. Déjà fane son teint de rose. Un poison violent par qui donner répand la glace dans son sang. Ô malheureux enfant, tu préviens ma colère en expiant ta faute. Mais le vil séducteur voit encore le jour. Qu'il sache que ta mort ne le sauvera pas. Voilà son châtiment. Il se jette sur son rival. Arrêtez les seigneurs, s'il vous plaît. Rentrez vos épées au fourreau. Chouop. Mon Dieu. Je suis touché. C'est sans l'avoir voulu. Je me sens faiblir. La voix s'éteint. Je meurs. Attendez, il manque une syllabe. Tu dis, je me sens défaillir. Je me sens défaillir. Ma voix s'éteint. Monstre, où s'arrêtera la liste de tes crimes? Malheur aux doigts qui glissent entre l'écorce et l'arbre. Âme damnée, tyran infâme, indigne époux, d'un être façonné sur le patron des anges, sans repentir, je veux t'envoyer en enfer. Ma vie ne compte plus. Défends-toi si tu peux. Ils se battent furieusement. Il m'a frappé au cœur.
Une atroce brûlure envahit tout mon corps, avec le goût du sang. Je suis damné. Je meurs, pris à mon propre piège. Le bras de Dieu partout frappe le criminel, mais son trépas ne peut rendre la vie au juste, ni étancher les pleurs de qui a tout perdu. Anne, toi que j'aimais plus que personne au monde, et qui entre déjà au séjour bienheureux de l'éternel repos, quand nous reverrons-nous? Je ne saurais attendre. Une arme, mon épée. Ah non, la pointe en est souillée, d'un sang trop sacré ai-je. Le poignard suffira. Vite, je vois une ombre glisser derrière les vieux buis. C'est notre chapelain, lumière de ma vie. Anne, me voici. Il se frappe. Ah! Que vois-je en ce saint lieu? Un homme qui expire. Non, 2, 3 malheureux. Ils baignent dans leur sang. Terrible vision. Et tout près d'eux, voici le corps de notre belle et bonne duchesse. Sa lèvre à la pâleur du drap dont on revêt l'autel chaque dimanche. Ô Dieu, le drame affreux, qu'un voile de douleur aveugle le soleil. Jamais la passion ne jeta les humains l'un contre l'autre avec plus de férocité. Et du ciel ne tomba châtiment plus cruel. De ce drame, allons vite avertir le prieur. Très bien. Quelle histoire! J'ai pleuré. J'étais emportée. Je souffrais pour tous les personnages à la fois. Et vous, mon oncle? C'est pas mal pour une pièce écrite en si peu de temps. Vous avez mis tout votre cœur à cette lecture. Les actions se bousculent avec entrain. Nous sommes pris dans un autre passion comme on a. Avez-vous entendu le discours de la duchesse? Pierre Scott l'a écrit en un quart d'heure et sans rien mot. En papier, il est très économique. Ce sont les paroles d'une sainte. Mais n'est-ce pas faire bonne mesure de repentir? Et la passion n'y est-elle pas montrée sous une couleur trop chatoyante, impropre à communiquer l'amour de la vertu? Je n'aime pas ces suicides qui absolvent de si grandes fautes. Quand l'Église regarde comme un crime de trancher une vie qui ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas au prêche, mon oncle. Ici, les sentiments se déchaînent en toute liberté. Oui, mais ils me semblent montrer trop admis. Ce ne sont pas des êtres qui vivent devant nous, mais des écorchés dont on verrait jusqu'aux nerfs et aux veines. Tout cela sans la table d'anatomie. N'y a-t-il pas de plus belle chose à peindre en ce monde? Votre Excellence a raison. Je l'ai dit à mes camarades, il faut davantage de poésie. Cette action forcenée empêche l'âme de prendre son envol. Ils ont refusé une scène où les amants rêvaient sous la voûte étoilée. Le drame, c'est l'action. Sans l'action, le public s'ennuie. Excellence, mes camarades n'auraient pas compris. Il aurait fallu s'intéresser davantage à la vérité des situations et des paroles. Et puis oublions ces allégories qui ont servi 1000 fois depuis l'Antiquité. Que les mots échappent à nos personnages, qu'ils montent du cœur plutôt qu'ils tombent dans la mémoire. Je rappelle votre indulgence, monseigneur. Cox ne nous a donné que 2 semaines. Et il ne nous a même pas fourni l'ordre. Et vous, monsieur Cox, qu'en dites-vous? Excellence, ce n'est pas que la pièce me déplaise, mais la belle consolation pour un homme qui tient tout le bâtiment sur ses épaules, que d'aller faire un vieux moine imbécile, qui se réveille toujours après l'action, qui pousse quelques gémissements de 4 ou 5 vers. Ma belle-mère arrive bientôt à Londres. C'est la plus mauvaise langue d'Angleterre. Je ne voudrais pas entendre répéter derrière mon dos que Joseph Cox sert la soupe dans son propre théâtre. Vous devez voir, Excellence, que la pièce ne vous est payée que 3 livres. À ce prix-là, on ne peut pas exiger un grand rôle. 3 livres pour 2 semaines de travail, c'est bien assez. Laissons ces questions de temps et d'argent. Voyez-vous un moyen d'étoffer le rôle de M. Cox? Tout
Tout à fait, Excellence. Je peux lui faire dire l'office ou le mettre en prière au fond de la scène. Il apparaît quand les rivaux se battent et intervient pour les séparer. La duchesse lui confie ses chagrins. Oui, quelques ajustements, une scène par-ci, deux vers par-là, mais qui ne feront jamais un monde. Finalement, personne n'est content. Je crains, messieurs, que vous n'ayez présumé vos capacités en vous proposant un travail dont vous n'avez pas l'expérience. Mon oncle, Oui, mon enfant. j'ai peine à m'expliquer. Le pouvoir qu'exercent sur nos émotions, ces histoires qui ne sont arrivées à personne, ces fantaisies sorties de l'imagination, ce long chapelet de mots qui nous font passer par tous les sentiments. Nous tremblons pour des inconnus comme pour notre propre famille. Comment sommes-nous faits pour y croire? Tous les spectacles n'y parviennent pas. Mais quand ils nous font oublier qui nous sommes, quand quelques mots jetés comme par négligence nous emmènent loin de nos loges, quand nous voyons des lieux que nos yeux ne voient pas, quand ces mêmes mots nous plongent en plein jour dans la nuit la plus épaisse, quand nous sentons battre notre cœur, quand nous essuyons plus d'une larme et que de la tragédie finale nous remportons chez nous un étrange sentiment de bonheur et de beauté enfoui sous la tristesse, faut-il encore se demander si l'émotion a été obtenue dans les règles et si nous avons eu tort d'éprouver du plaisir? Ce ne sont que les paroles d'une jeune fille qui parle naïvement et avec sincérité. Quel que soit le sort de votre pièce, je vous remercie, messieurs, d'avoir donné vie à ces charmants fantômes et de m'avoir emporté avec eux dans vos rêves. Monsieur Cox, avez-vous une autre pièce en attente? Et l'instant, Excellence. Ce sera donc celle-là. Mon secrétaire a remis au caissier une bourse dont chacun doit aller réclamer sa part. Messieurs, je vous souhaite bonne chance. Vive l'ensorcelier! Vive l'ensorcelier! Et toi aussi, Cox, celui-là de l'argent, hein? Passe la monnaie! Les voilà partis comme des chiens affamés, sans seulement songer à vous remercier, mademoiselle. Vous êtes notre fée, notre muse, notre ange gardien. Quelques mots s'échappent de votre bouche et tout s'arrange. Comme je comprends l'affection que Lord Chancelier éprouve à votre égard, et que j'envie celui que vous aimerez. Vous me confondez avec la somme des bontés que l'on a pour moi. Ma petite personne n'en mérite pas tant. Parfois, j'aimerais descendre d'un ou deux degrés, n'avoir jamais eu ni cette aisance, ni cette bonne éducation, ni ce cher oncle qui me pardonne. J'aimerais descendre pour m'élever à la force de mon travail. Cela est beau. Pour celui ou celle qui y parvient, la vie est une conquête. Ah, si les femmes pouvaient monter sur scène. Malheureuse, le théâtre n'est qu'un repère de ribauds et de criards. Vous n'imaginez pas ce qu'un cœur sensible souffre parmi ces gens-là. Mais vous en êtes pourtant. Par hasard, un théâtre passé par Stratford et m'a emporté. Stratford? Où est-ce? Vous voulez aller à Stratford? Prenez la route de Londres vers Oxford. De là, poursuivez autant de lieues vers le Pays de Galles. Vous tombez forcément sur Stratford. Mon père y a exercé les fonctions de bailli. Il y possède plusieurs belles maisons, et le collège héraldique l'autorisera bientôt à porter ses armoiries et prendre le titre de gentilhomme. Voici 3 ans, Cox s'y arrête avec sa troupe. Et moi aussi, comme vous, je tombe amoureux de cette chose qui brille, qui s'agite et qui rassemble les foules. Après le spectacle, je me présente à l'auberge du Grand-Duc où soupaient ces messieurs. Je demande l'autorisation de leur réciter une ode en l'honneur des comédiens, de ma composition. Croyez-vous que ces rustres m'auraient écouté en silence? Au milieu du 5e vers, Cox m'interrompt. Je ne comprends rien à ce que vous me dites, mais vous avez une belle voix. Et les autres de confirmer entre deux bouchées. Oui, il a une belle voix. À la santé du poète à la belle voix. Et je suis resté avec eux toute la soirée, à entendre leurs plaisanteries. Les pauvres esprits. Le surlendemain, je me tenais chez moi. Je me souviens même que j'étais plongé dans eau vive. Et un de ces vagabonds demande à me parler.
Vous êtes bien le comédien à la Bellevoie? Si vous n'avez rien d'autre à faire, passez voir Cox, il vous engage. Un autre comédien est mort. Et je n'étais pas tout à fait dégrisé encore. Et me voilà emporté dans leur bagage. Mais quelle vie riche vous avez dû partager. La camaraderie, la chaleur du public, la surprise de chaque jour. Moi, je donnerais ma jeunesse pour avoir connu cette existence-là. Pendant 4 mois, nous avons joué dans des places de village, dans des cours d'auberge et dans quelques châteaux. Enfin, nous sommes arrivés dans cette grande ville. Je devrais dire cet antre de Mammon, cette marmite infernale où se débat une humanité noire de misère et de crime. J'étais poète, et je ne suis plus que saltimbanque. Et un jour, je retournerai à Stratford avec la jeune fille de mon cœur. Je quitterai cet enfer pour mon heureuse vallée. Il arrive parfois que l'on se plaigne de ce dont on pourrait le moins se passer. Vous l'aimez, votre théâtre, vous regretteriez vos camarades, la chaleur du public, les applaudissements. Non. J'écrirai des poésies. J'aurai de longues conversations avec ma femme. Je plaindrai le sort des londoniens. Je visiterai quelques voisins charmants. Je profiterai des années que Dieu me donne. Et, comme le chevrier de Virgile, je suivrai, à l'ombre des vuètres, la rive verdoyante que la rivière festonne d'un ruban de roseaux. Et je parlerai aux arbres, aux fleurs, aux nuages. Et les fleurs vous répondront, nous sommes bien jolis. Et les arbres, nous sommes bien grands. Et les nuages, nous sommes bien légers. Tout cela sans histoire. Mais non, ma belle, ils ont beaucoup d'autres choses à dire. J'aimerais vous conduire à Stratford. Je vous prendrai par la main et je vous emmènerai par le petit chemin qui longe la Vonne, jusqu'aux sources entourées de mousse, au gazon plus doux que le sommeil. Muscosi, Frontex, et somno, Molière, même pas. Comme vous le dites bien, on voit que vous avez étudié. Et dans ce paradis retrouvé, je vous apprendrai le langage des oiseaux. Je vous traduirai les compliments des fleurs rendus modestes à votre vue. Et les nuages, vous conterez les histoires des pays qu'ils ont survolés. Leur chancelier vous attend, mademoiselle. Oh, quel dommage. À bientôt, monsieur Pyroscope. Je vous accompagne. Vous parlez un peu tendrement, je le crains. Ça peut te faire. J'interdis qu'un piège Scott marche devant moi. Quel âge as-tu, chef? Pas celui de fermer les yeux. Les 3 sirènes te suffisent. Chaque d'un autre bois. Un joli noir réjouit ses prunelles. Une voix lui a caressé l'oreille et tous ses brous dans sa vieille carcasse. Son cœur recommence à battre comme une pendule, comme oublié de remonter. Grand niveau. Un gueux comme toi soupirait pour la nièce d'un lord. Fille de son intendant. La fille de père est triplement surveillée, leur chancelière est coiffée jusqu'à la ceinture. Et je te parie qu'en 3 jours de promenade en ville, elle a déjà levé une armée de 1000 soupirants, prêts à mourir pour ses jarretières. Ses jarretières. Oh, si j'étais une chose, je voudrais être une paire de jarretières. Regarde-toi, pauvre chatte. Calcule tes chances. Non, mais tu crois vraiment qu'une chatte de luxe irait partager les puces d'un vieux matou pelé? Vous oubliez, monsieur le raisonneur, que cette fille est folle des comédiens. Si on la laissait libre, elle serait toujours à tourner autour de nous. Elle a le son rapide de celles qui veulent des émotions, qui méprisent les damoiselles bien peignées, qui recherchent des hommes à la voix grave, aux bras puissants, à l'odeur forte, qui jouissent de se sentir écrasés contre nos poitrines. Je connais plus d'un vieux matou qui n'a pas perdu son poil pour des nerfs. Shaft. Que se passe? Tu es un vieux camarade. Entre Pierre Scott et moi, tu ne peux pas hésiter. Trouve-nous une idée. Les idées, c'est toi qui les as. Non, en ce moment, ça ne me vient pas. Ah ben l'une qui vient là, c'est ta femme. J'entends sa voix. Oui.
correctement comme des marmites. Mais tu es caché qu'on joue pas aujourd'hui? Ouais, regarde les affiches. Enfin, maintenant, à l'auberge. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Pauvre Shaft. Accompagné tous les jours. Comme un enfant qu'on vient chercher à l'école. Le corps enchaîné d'un côté, le cœur de l'autre. Offrons-nous le spectacle de la comédie, messieurs. Et c'est vous qui la jouerez, nous guérirons le mal par le mal. Ces drames, ces assassinats, c'est toujours la nuit. La pièce manque de vérité si le soleil n'y sourit pas un peu. Mon mari est là. Et il est parti chercher le bois. Attendons-le ici quelques instants. Il y a justement un fauteuil que Lord Chancelier a moulé de son noble fondement. Asseyez-vous, je vous en prie. Quelle jolie robe. Vous avez l'air d'une jeune lady. Vous me flattez, monsieur Keston. Parole de comédien. On m'a réclamé 2 livres. Je l'ai eu à 1,5. Avec la doublure et le galon. Oh, vous ruinez le petit commerce. Entièrement doublé. Oh, je ne regrette pas mon achat. La coquetterie, c'est tout ce qu'il me reste pour penser les blessures de mon cœur. Jamais je ne pardonnerai à Shaft. Et quand je l'entends ronfler la nuit, j'ai envie de le battre. Ah, c'est vrai qu'il s'est très mal conduit. S'il était veuf ou garçon, je ne blâmerais pas de fréquenter de tels lieux pour calmer les appétits de la nature. Mais un homme marié à une femme de votre classe ne mérite pas le pardon. L'épouse trompée devrait bénéficier en toute conscience, juridiquement même, d'un droit de retour. Infidélité pour infidélité. Monsieur Keston. Droit dont elle n'userait pas nécessairement, mais la menace refroidirait les maris. Quel droit peut faire valoir une femme usée par les soucis et vieillie avant l'âge? Vieillie avant l'âge. Le matin, je n'ose plus me regarder dans la glace. Je n'étais pourtant pas si mal tournée, sans me vanter. Le soir, Shaft vient à peine d'enfoncer son bonnet, qu'il n'y a jamais plus personne. Je reste seule avec ma honte. Et comme je ne peux pas vivre sans qu'on m'aime, je m'invente des histoires. Pas inutile. Si je vous disais que je connais moins un homme qui vous aime en secret. Qui m'aime? Oui, mais si timide qu'il n'a jamais osé vous en dire un mot. Oh, monsieur Keston, je vous en supplie, taisez-vous. Je suis malheureuse, mais honnête. Ah, je plains cette pauvre nature humaine. Les gens ressemblent à des bâtons mal plantés qui ont besoin de s'appuyer l'un sur l'autre pour éviter la chute. C'est que le solitaire a le cœur gros. Vous-même, est-ce que vous ne pensez pas encore à votre chère Élise? Chaque jour, nulle femme ne me la fera oublier. Elle était si heureuse de vivre. Et elle avait un si beau sourire. Modeste, simple, en bon terme avec la terre entière. Les beaux chapeaux qu'elle faisait. Elle ne méritait vraiment pas de mourir. Et vous pourrez demander des comptes à Dieu quand vous montrez chez lui. Et moi aussi, je lui dirai ma façon de penser. Le Père Gabriel affirme chaque semaine du haut de sa chair que rien ne se fait sans la volonté de Dieu. C'est donc Dieu qui m'a offert mon premier mari pour me jeter dans les bras de Shaft. Les hommes ne manquaient pourtant pas. Plus d'un aurait tout quitté pour moi. Vous avez raison, j'aurais dû me taire. Pourquoi? Je crains de vous avoir montré le mauvais chemin tout semé de roses. Votre imagination s'y engage déjà. Vous lutterez, mais il est si beau ce chemin que vous marcherez. Marcherez. Vous me croyez capable d'oublier mes devoirs? Votre vertu n'est plus approuvée. Pourtant, j'aurais plaisir à trouver Shaft. Il le mériterait. Mais non, je ne dois pas. Le désespoir affaiblit ma volonté. Je dois me garder des tentations. Comment s'appelle cet homme? Cet homme dont vous m'avez parlé.
comme si vous n'aviez entendu que la voix de l'insomnie. Et oubliez-le. Ayez pitié d'une femme honnête et désarmée. Un homme me regarde avec concupiscence. Est-ce que je ne lui donne pas sans le vouloir des encouragements? Comment l'éviter si je ne sais pas qui il est? On œuvre dans plusieurs théâtres. C'est un acteur. Le plus dangereux de tous. Celui qui marche seul au clair de lune et qui s'assoit sur un vieux tonneau pour y réciter sa plainte. Celui dont la voix boutonne en fleurs de rhétorique, qui reçoit les billets et court au rendez-vous. Celui dont les paroles douces comme le miel et ardentes comme l'alcali dilate les corsets. Il faut monter le feu au jour en plein mois de janvier. En amour. Notre premier amoureux. Qu'est-ce que... Je n'ai rien dit. Il vous a parlé? Il s'est confié à sa chope de bière et j'étais là par hasard. Je ne vous crois pas. Ne croyez pas. Comme un menteur et comédien, un homme n'a pas raison devant toute femme. Mais demandez-vous la raison de ce trouble qui le saisit en votre présence. De ses regards fuyants, de ses propos balbutiants, hardi à la scène, mais timide à la ville. Oh, vous ne dites pas que vous n'avez rien vu. Le parfum de l'amour n'échappe pas à la femme aimée. Vous prenez peut-être Pirescott pour un comédien ordinaire, un cracheur de mots sans instruction ni manière. Notre ami est un peu plus que cela. Et j'en connais peu qui alignent d'instinct comme lui les pieds d'un joli ver qui file plus droit au cœur que la flèche de Cupidon. Comme si une qualité si rare ne lui suffisait pas. Apprenez que cet exquis poète est gentilhomme. Gentilhomme, enfin qu'il le sera bientôt. Tout en lui respire une nature nourrie des sentiments les plus délicats. Et c'est de nous faire bien de l'honneur que de nous donner la réplique. Ah, mais j'aperçois cet homme accompli. Vous voyez comme il est beau. Sa parole est à son image. Je ne veux pas vous priver d'un si doux entretien. Restez, je vous en prie. Lorsqu'on se était encore ici, Ah, il s'en va, là. j'ai à lui parler. Et si Shaft revient, je dis de vous attendre à l'auberge. Avec le diable. Je m'en flatte. Le diable? Pourquoi le diable? Il me met toujours mal à l'aise. Ses propos sont étranges, mais il lui échappe des choses assez justes. Ah oui? Savez-vous la nouvelle? Notre pièce a été approuvée par Lord Chancelier. Enfin, nous jouerons une œuvre sortie tout entière de nos cervelles, pleine de passion et de beaux vers. Une pièce ne vaut pas un poème, personne n'en discutera. Mais par instant, notre public verra son âme s'élever comme malgré lui, jusqu'à des sentiments sublimes. Vous comprenez cela, Madame Shaft? L'amour... Puisque Shaft ne revient pas, je vais rentrer. Si Dieu avait réprouvé l'amour, il aurait créé des êtres qui se suffisent à eux-mêmes, comme les androgynes de Platon. Nous ne perdrions pas le sommeil et l'appétit, à souffrir et chanter, ce qui nous fait à la fois tant de bien et tant de mal. Vous avez raison, mais je dois partir. Si vite? Vous êtes encore fâché contre moi. Fâché, non, mais nous nous comprenons. Je ne sais pas. Vous pensez peut-être que je suis heureux parce que notre pièce va être jouée. Mais il y a plus important. Je suis amoureux. Elle ne peut pas. Choisit-on d'être amoureux? Choisit-on celle qui nous bouleverse l'âme? Et regarde-t-on les obstacles qui nous en séparent? Sa situation devrait m'interdire toute espérance. Elle n'est pas libre. Je crains que non. Mais soyez homme, monsieur Pirescott. Luttez pour ne pas perdre de deux honnêtes gens. Chassez-la de vos pensées. Fuyez les occasions de la rencontrer. Mais c'est elle qui vient jusqu'ici! Malheureux. Les femmes ont tant de pouvoir sur un cœur sensible. Il faudrait que vous n'existiez pas. Que je n'existe pas? Mais que vous n'existiez pas, vous, les femmes, celles dont je parle. Ne dites rien. Je tairai son nom si vous me laissez vider mon cœur. J'ai consent. Mais pour qui l'a vue, elle est bien facile à reconnaître. Une femme. Plus qu'une femme. Un ange. La lyre d'Apollon n'a pas assez de cordes pour chanter ses vertus. La source n'est pas plus vive que sa langue. Son front brille comme l'aube d'un 7e jour. Et ses yeux, comme de gouttes de rosée sur les bleuets sauvages. Poète. Oui, une femme qui serait le dernier mot de la création.
Une femme qu'on prendrait dans les bras pour emporter comme un voleur jusqu'au bout de la vie. Vous dites des folies, on ne peut pas vous croire. Taisez-vous. Mais je veux que l'univers me sache. L'univers. Mais pas ce théâtre où l'on pourrait nous entendre. Cherchez-vous le scandale? Vous avez raison. Mais comment se taire quand le cœur déborde, éclate d'amour? Soyez mon ami. Mon Dieu. Vous vous sentez mal? Tu tombes. Je vais appeler quelqu'un. Ne bougez pas. Le sang vous est monté aux joues? C'est rien. Je vous ennuie peut-être. Une femme ne sentait jamais que des sur l'amour. J'accepte d'être votre amie. Rien que votre amie. Une amie fidèle, discrète? Discrète et fidèle. C'est par où? Dimanche matin, j'irai entendre l'office à l'église de tous les saints, près de la tour. J'ai une cousine dans le faubourg. Je dirais que j'y passe la journée. Nous aurons tout le temps de nous entretenir davantage. Allez-vous! Oh, le mari! Ah, je comprends là pourquoi vous venez au théâtre tous les jours. Et qu'est-ce que tu vas croire J'ai bien entendu. Dimanche à l'église de tous les saints près de la tour. Malheureux chatte. Trompé par ta femme. Trahi par ton meilleur ami. La tragédie est rentrée dans ta vie. Prenez que c'est un brutal! Montre-le que l'homme tu es. Fais-ton devoir. Retenez ce que vous! Arrête! Ah, mais tu m'as dans le cœur! Cessez, messieurs! Cessez! Vous me faites honte! Devant leur chancelier, devant notre protecteur! Je te dirai. Nous serons deux. Un théâtre bien sanguinaire. Il ne vous suffit pas de mourir en vers. Vous voulez recommencer en prose? Je crains que ce soit trop pour une même journée. Et j'ai bien envie de vous envoyer apprendre vos textes une semaine dans les petits appartements du Lormer. Quel scandale dans mon théâtre! Je vais vous expliquer. Ma femme. Vos histoires de famille ne m'intéressent pas. Cette scène mérite les sifflets. Je suis très mécontent. Des enfants, Excellence, des enfants, des vauriens, et qui écrivent. Notre théâtre est bien mort. À genoux, garnement! Demandez pardon! Je les en dispense. Quel que soit l'objet de leur querelle, qu'ils fassent la paix devant nous tous et se serrent la main. Allons, messieurs. Et tâchez de ne plus me décevoir. Au lever du soleil, sur la route de Greenwich, avec tes témoins et ton épée. Mais j'y serai. Vous voici, tête de bois, fossoyeurs de nos espérances. Après avoir fait la paix devant leur chancelier, vous pouvez vous battre comme des ivrognes? Qui vous paie pour saboter mon théâtre? Tout à l'heure, le public se présentera devant la porte et il faudra renvoyer ces gens sous les insultes. Et où vont-ils porter leur propense? À la rose, au cygne, à la courtine. Demande au concurrent. Tire une caisse en ricanant du vieux coq. Mort du père, poignardé par ses fils. Mon théâtre. Ce sont deux acteurs. C'est bon vide. La ruine. La ruine. Nous pouvons jouer, je cache ma jambe sous le manteau. Et moi, je saisis l'épée de la main gauche. Nous n'avons que des égratignures. Les égratignures. Vous n'avez même pas été capable de vous tuer complètement. Ouais. Toute la ville aurait été jouée. Ça aurait été très bon pour le théâtre, pour la recette. Je me serais dépêché de vous remplacer. J'aurais rouvert tout enrôlé d'un parfum de scandale. Le théâtre de la balle, le seul où les comédiens se tuent pour de vrai. Quel succès!
Ça, ramasse de mesure. Non, l'aventure fera la joie de toutes les tavernes. Non, messieurs. Je respecte mon public. Je me repose. L'un de nous est trop dans le théâtre. Ce soir, j'irai rejoindre ceux de la Rose. Ouais, tu peux rester, je te laisse la place. Cette ville est mauvaise. C'est décidé, je retourne à Stratford. Mon damoiseau retourne monter ses rangs. En emportant ce qu'on me doit, je t'ai prêté 2 livres le mois dernier. Ce sont de ces malheurs qui arrivent. Et 3 à notre retour de Canterbury. En tout 5. Je ne les ai pas. Mais puisque ma femme te plaît, je te la laisse pour 5 livres. Emporte-la à Stratford. Nous sommes quittes. Tu seras toujours un russe. Ma femme te plaît. Tu aimes ma femme. Tout le monde est content. Mais garde-la ta femme, elle ne m'intéresse pas. Tu as accepté un rendez-vous? Mais pour lui parler d'une autre. Qui? C'est un secret. La petite Annabelle? La poupée du chancelier? Mais parle-en avec respect. Moi, je te préviens, mon garçon, que cette fille, elle est pour moi. Tu t'écouterais le taupe. Moi, à Stratford et tout de suite. Ragout de bras tordus, les jambes cassées, accommodées à la cervelle d'âne. 46 mots d'ivrogne pour un sourire de vierge grise. Et moi, un seul sage parmi la trinité des gueux. Moi qui grince et qui grogne, qui griffe de la langue et du pied, qui gruge le balourd et le ballot. Sombre sceau de la sainte sottise. Manchots et perclus, langues saignantes et cœurs porcs. Je partirai pour Stratford quand Shaft m'aura rendu les 5 livres qu'il me doit. 5 livres? C'est peu pour un poète et beaucoup pour un gentilhomme. Il peut vous battre pour 5 pence, pour les 5 doigts de la main, pour les 5 provinces d'Irlande, pour les 5 branches de l'étoile, pour les 5 lettres du mot amour. Avouez, garnement, que vous moquez l'un et l'autre de Madame Shaft. Une oiselle tombe dans votre nid de corbeau, elle ouvre bien grand son joli bec, lit sa première plume blanche. Et vous voilà qui débutez dans l'art de recouler. Pauvre pigeon. Mais tais-toi, tu n'aimes pas les femmes. Gentille femme dans le cœur me battait pour moi. Elle me disait tous les jours en voyant partir au théâtre. En ce temps-là, j'étais le charpentier, l'habilleur, le caissier, enfin, l'homme à tout faire. Entre les actes, je jonglais pendant que notre bon public se gave de bière et de pain chaud. À force de traîner derrière les uns les autres, je connaissais tous les rôles. Un comédien tombe de scène et se casse la jambe. Cox me convoque. Et pour la première fois, il me parle poliment. J'allais jouer. Élise me verrait. Je la ferais frissonner. Ah, comme j'étais fier. Le jour où j'ai débuté, elle était souffrante. Elle a gardé le lit pendant une semaine. À peine remise. Après le travail, ses clientes la pressaient. Elle ne pouvait pas s'absenter même pour un après-midi. Alors j'ai continué à jouer. Et elle a fait des chapeaux. Voilà, j'aurais. Je viendrai le voir, c'était promis. Le soir, elle me demandait si j'étais content. J'y répondais que les femmes avaient pleuré. Elle montrait ses chapeaux. Je vivais avec une épée dans la gorge. Ma femme m'aurait fait ça. Je l'aurais prise par les 2 oreilles et je l'aurais traînée jusqu'au théâtre. Elle m'a jamais vu jouer. C'était ma femme pourtant. Celle qui se mettait à mon cou, celle qui se serrait contre moi la nuit. Qui j'étais. Je ne l'ai jamais su. La peste est venue, elle me l'a prise. Je l'adorais. Et quand je l'ai mise en terre, un œil ne voulait pas pleurer. C'est la petite demoiselle qui vous tourmente. Traitez-la en petite demoiselle qui aime aujourd'hui le théâtre. Et qui préférera toujours les chapeaux. Celui-ci, mademoiselle. Je pense que vos bonnes paroles leur feront plaisir. Encore elle. Londres est une ville nombreuse.
Chaft raccompagné Pire Scott ou l'inverse. Ils ont été attaqués par des vauriens qu'ils ont mis en fuite. Malheureusement, leurs blessures les empêchent de jouer aujourd'hui. C'est vrai, mademoiselle. Une vraie bande. Dans l'obscurité, nous n'avons pas pu les compter, mais ils étaient au moins 15 ou 20 contre 2. Mais quels 2? Nous avons laissé les mains. Allez-vous porter plainte devant le juge? Pas encore. Allez-y tout de suite. Je me charge de distraire Miss Annabelle. Allez, allez. La ville est dangereuse. Lord Chancelier vous laisse venir seul ici? Je l'accompagnais jusqu'à Sainte-Foy, qu'il est le donateur de la paroisse. Et comme nous passions près du théâtre, je l'ai supplié de me déposer pour l'y attendre. Vous aimez le théâtre comme une petite fille. Quel dommage que vos amis soient blessés. Je me faisais une fête de les voir jouer cet après-midi. L'esprit me tourne depuis que je suis à Londres et j'ai déjà vu 9 pièces. Pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas jouer avec les hommes comme dans la vie? Pourquoi confie-t-on à leur place des rôles à des enfants qui ne savent ni jouer un rôle, ni même interpréter un sentiment? Le monde passait pour un paradis avant qu'Ève ne s'y propose d'y faire le ménage. Aussi notre théâtre qui n'est pas le paradis. Nous nous y disputons franchement et sans égard pour la vanité. Nous bottons derrière des enfants. Nous échangeons des vérités oubliées le lendemain. Nous nous insultons sans nous faire de mal, protégés par l'épaisseur de notre cuir. Les femmes renverseraient cette heureuse république. Il faudrait surveiller son langage, rentrer le juron obscène et libérateur, se prêter aux intrigues, craindre les coups d'épingle. Non, mesdames, restez dans vos loges. Là où entre une fille d'Ève, entre avec elle la rivalité, la rancune, la jalousie, la discorde et la ruine. Vous m'en voulez apparemment. Est-ce que je vous aurais causé quelque tort? Sans le vouloir. Dites-le moi et je m'efforcerai de le réparer. Vous le réparerez en ne devant plonger dans notre assiette. On ne m'a jamais parlé ainsi. Non, ce n'est pas ainsi qu'on parle d'une petite fille gâtée avant sa naissance, nourrie, réchauffée sous l'aile d'un lord. Une petite fille qui ne se croit pas encore assez favorisée et qui s'avise d'être cousue de belle qualité. Une petite fille qui a découvert un nouveau jouet et qui tombe là, le bonheur aux lèvres. Assez, mademoiselle. 2 hommes se sont battus pour vous. Si vous revenez, c'est le feu qui prend au théâtre. 2 hommes se sont battus. Je ne comprends pas. Voilà la chose que vous n'avez pas l'âge de comprendre, voilà. Vous me chassez? Je vous invite à ne plus revenir. Je vais vous obéir, dès que mon oncle sera là. Je regrette de m'être fait déposer. J'ignorais. Mais peut-être que ma présence vous gêne. Je vais aller attendre dans le bureau de Monsieur Cox, ou si quelqu'un pouvait m'accompagner jusqu'à la cathédrale. Asseyez-vous là et taisez-vous.
connais ce vêtement. Il a joué dans la révolte des Manches. Est-ce que je me trompe? Vous avez bonne mémoire. Je vous ai aimé dans la scène où vous déjouez la conspiration. Et j'y ai pensé tout le lendemain. Et je me suis surprise à recopier les vers dont je me souvenais pour les réciter devant mon bureau. Vous avez raison. Je ne suis qu'une petite fille. Mais quel pouvoir extraordinaire que d'endosser un rôle comme un vêtement, de parler en roi ou en juge, de puiser à discrétion dans le trésor des vies humaines et d'être tant d'hommes à la fois. Royauté, dans l'après-midi. Chaque fois que nous accrochons à leur clou l'épée, la couronne ou le verre, nous tombons dans un rêve étrange, toujours le même. Moi, par exemple, je suis un vaurien. Pour un shilling, je vais dîner avec des camarades mal dégrossis. Je rentre seul, le fourré, dans le lit glacé, un grenier sans fond. Moi aussi, j'ai fait un rêve. Un beau rêve. Oh, vos rêves sont bons. Mais je peux vous le raconter, vous étiez dans mon rêve. Alors dites-moi. Ah si, vous allez voir. On jouait votre pièce dans un théâtre rempli, celle que vous avez lue hier. Les gens pleuraient, moi aussi, je sentais mon cœur battre d'émotion. Je voulais vous rejoindre et mon oncle me retenait par le feston de ma robe. Mais j'étais plus forte que lui. Je lui échappais. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée parmi vous. J'étais la duchesse, celle dont on ne dit pas le nom. Je sanglotais tout en éprouvant un grand bonheur. Vous étiez là, vous aussi. Vous me tendiez un mouchoir et vos yeux brillaient de bonté. De bonté, c'était pas moi. Ah si? Non, Ah si, je vous reconnaissais bien. je joue toujours les méchants. Je tue traîtreusement et je suis châtié à la fin. Une fois, les gamins m'ont reconnu à la sortie du théâtre. Ils m'ont poursuivi jusqu'au pont, en criant « Le méchant, le méchant !» Oh, on se moquera de nous, moi je retire mon nom. J'exige le mien. Je m'adresse au moins bête des trois. Vous m'avez commandé l'affiche, qu'est-ce que je fais écrire sur la ligne de l'auteur? Un ou trois noms. Oh, rien. Ce que vous voudrez. Mais réfléchissez, les gars. Qui a inventé l'histoire et les personnages? Sans ça, il n'aurait ni pièce ni rôle. C'est moi qui ai inventé l'histoire. Avec votre humble collaboration. Qu'on écrive Thomas Chapmery. Une histoire passe de main en main. Et les vers en font toute la beauté. Et vous le savez bien, les vers, je les ai presque tous faits devant vous. Mais c'est l'idée qui compte, l'idée. L'idée appartient à mademoiselle. D'un piteux mensonge, elle a fait un sujet de pièce. Faut-il que j'écrive aussi le nom de mademoiselle? Puis-je parler? Vous avez travaillé tous les trois. Scellez cette belle association par le choix d'un nom où chacun se reconnaisse. Comment cela? Il suffit que chacun fournisse une syllabe. La première, par exemple. Vous vous appelez Caisse, Shaft, Spire. Ou Shaft. Qu'est-ce? Ou Caisse, Shaft, Spire. Ou Shaft, Caisse, Spire. Qu'en pensez-vous? Shaft, Caisse, Spire. Je suis parfait pour un corbeau, puis ça remplira la ligne. Qui est contre? Et pour le prénom? Le mien, voyons. Thomas Shakespeare. Philippe, chef Caspire. William, Shaft, Caisse, Spire. William? Qui est William? Mais mon fiancé. William Shaft. Parfaitement imprononçable. Ça n'a aucune importance, c'est provisoire. Mon fiancé. Mais tenez, le voilà. Venez, William. Le diplômé d'Oxford. J'ai appris le malheur qui vous est arrivé, monsieur. Et vous m'envoyez sincèrement attiser. Sans le prendre avec comédien, c'est m'insulter personnellement, je ne puis souffrir. J'insisterai pour que le Lord Mayor renforce les patrons. 5 personnes ont encore été assassinées cette nuit. C'est ce temps où la canaille ne rêve plus ni gibier ni l'enfer. Vous n'avez échappé que par votre vaillance, m'a-t-on dit. Tout à l'heure, mon médecin viendra visiter vos blessures. Et j'espère que vous reprendrez bientôt votre place sur ce théâtre. Je l'espère également. Regardez-moi en ami reconnaissant. J'ai relu ma pièce. Je l'ai trouvée mauvaise.
La fumée même en a disparu. Me voilà dégrisé, sans illusion, mais sans rancune. Je ne suis qu'un petit gentilhomme. Vous êtes les héros d'un monde de terreurs et de rêves. La fréquentation des grandes forces de l'esprit meuble si joliment notre fantaisie que la tête parfois nous tourne. Je me suis rendu coupable de la faute dont Platon voulait garder la République en arrêtant pour la vie les mérites et les tâches de ses citoyens. Il ne me reste qu'à regagner les loges, dont le soir a désigné ma place, et attendre que mon cœur se réchauffe à la chaleur de votre talon. L'amour d'Annabelle me fera supporter cette disgrâce. Elle m'a parlé de votre pièce avec tellement d'enthousiasme que je vis dans l'impatience de l'entendre. Jeune homme, c'est notre muse que vous nous enlevez. Mais nous vous pardonnons. Vous avez de talent. Vous êtes jeune et vous êtes sage. Vivez heureux. Chaft n'a qu'un cœur, mais il est grand. Mes enfants, il est temps de partir. Messieurs, à bientôt. Femme à passer. Il nous en reste le rêve. Nous avons eu le meilleur. En voilà un sujet. Une femme qui passe devant nous, tout près de nous, et qui va se jeter dans les bras d'un autre. J'ai déjà un titre. Peine d'amour perdu. Un moment encore avant de quitter cette histoire. Elle a peut-être diverti ceux qui savent rester assis pendant 2 heures, mais elle ne saurait satisfaire les gens graves, les savants, les doctes. J'entends même leur silence grondeur. Démembrer ce que la nature a osé assembler en un seul être sublime, plaisanter l'honneur du genre humain dans son temple même, réduire le génie à un trio de pantins, brouillons et veules. Ouais, certainement. L'auteur ne voit pas le tort qui fait à la profession. On en a encore discuté avant d'entrer en scène, et une âme légère avancera toujours des arguments légers. Qu'inventer n'est pas mentir. Qu'il a quitté le droit chemin par le droit de sa fantaisie. Qu'un homme ne saurait s'offenser d'un privilège qu'il partage avec l'immanence. Que si Dieu lui-même est en 3 personnes, pourquoi pas Shakespeare? Oui, mais c'était ajouter la piété à l'injure. La troupe entière s'est révoltée. Tant de mauvaise foi allait nous fâcher avec les gens graves, les savants, les doctes, ceux qui font l'opinion. Cette raison a paru toucher. Et donc, pour sauver sa pièce, et bien plus que pour nous être agréable, voyez-moi, il consente à retirer ces 3 malheureux noms qui font grincer des dents, à partir de demain soir. Et donc, exit, Shaft, Keston et Perescott. Voilà ces héros, privés d'une enviable carrière et de quelques rentes solides, sacrifiés sur l'autel de la très sainte vérité. Des vauriens, des vagabonds,
Pire que cela, des hommes sans nom. Mais rhabillons-les vite. Et pour ne choquer personne, appelons-les, par exemple, Watson, classique, Ferryback et Foutriquet. Tiens. Oui. Allez, que tout le monde se le dise. Vous avez vu jouer Watson, Ferryback et Foutriquet. Je sens passer comme une prise de soulagement. Trouvez un auteur qui accepte de changer, même une virgule. Le nôtre est bon garçon, et vous l'en tiendrez quitte quand vous saurez qu'il marche sur les mains, qu'il traverse hors des passages pour piétons, qu'il a toujours un œil dans sa poche, et que son crâne est un jardin aux arbres étranges, et qu'il accueillit ce fruit du sommeil au cours d'une promenade qu'il fit au fond de son lit par une nuit d'été.